Vous écoutez Y a rien, ça joue. Et nous sommes dans une nouvelle émission de Y'a rien, ça joue, consacrée aux quarts de finale de Ligue des Champions qui auront lieu après la trêve internationale, donc du 7 et 8 février pour ce qui est du match aller. Et nous allons donc revenir tous ensemble aujourd'hui sur ces quarts de finale, les différentes oppositions, les favoris, les outsiders. Voilà, ce sera un peu l'objectif de cette émission, un peu décliner les forces et les faiblesses en présence de ces deux différentes équipes. Je vous rappelle rapidement les affiches. Donc on aura Sporting qui affrontera Arsenal, le Real Madrid qui affrontera le Bayern Munich, le Barça qui affrontera l'Atlético Madrid et le PSG qui affrontera Liverpool. Alors on va commencer en parlant de la première affiche, c'est-à-dire Sporting-Arsenal. Donc je rappelle un peu le contexte. Le Sporting qui a sorti Bodo Glimt lors des huitièmes de finale avec une surprenante remontada, qui sera donc opposé à Arsenal, qui est quand même l'une des grosses équipes de cette compétition, qui a terminé première de la phase régulière. Je vais commencer en te demandant à Pierriane, toi, est-ce que tu penses que Sporting peut rivaliser avec Arsenal sur cette double confrontation ? Vu le contexte, non, parce que quand même le Sporting ils ont eu très très chaud contre le Bodo Glimt, où le match aller ils ont perdu je pense 3-0, c'est ça ? Ouais. Et le match au retour, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ils ont pris une grosse remontée, etc. et tout. Et en plus là on est sur une équipe d'Arsenal qui est à son prime, je pense. Je pense pas qu'ils seront les favoris, enfin je pense pas qu'il y aura match au match aller, mais bon, on sait jamais avec cette équipe du Sporting. En sachant que l'aller est au Portugal et le retour est à l'Emirates. Ouais. Toi, Jérémy, t'en penses quoi ? Moi, je suis moins catégorique que notre ami Pierriane, parce que comme vous avez pu le voir sur le jeu qu'on a pu faire, moi je pense que le Sporting a une chance. Je pense que cette équipe qui... je ne dirais pas qu'elle est distancée en championnat, mais je pense qu'elle n'a rien à perdre. Et quand on voit son jeu, je pense qu'elle peut gêner Arsenal, que ce soit dans l'intensité et dans le collectif. Je pense vraiment qu'Arsenal va avoir un souci. On a vu qu'au tour précédent, face à Leverkusen, qui est pour moi inférieur au Sporting, c'était quand même compliqué, même si Arsenal a montré de la maîtrise. C'est pas aussi flamboyant qu'on a pu l'imaginer, alors que les adversaires des autres matchs, les mêmes concurrents pour la victoire en Ligue des Champions, m'ont un peu plus convaincu. Et je pense que ce Sporting-là est un cadeau piégé, c'est un bonbon piégé. Je pense que tout le monde se dit dans sa tête que Arsenal, c'est au moins la finale, au moins la demi. Je pense que le Sporting, c'est pas non plus quelque chose à négliger et on peut avoir une belle surprise. Ouais, après au match retour, on a vu quand même le Sporting très bien joué, tu vois. Mais vu le système fermé de Arsenal, je pense pas qu'ils vont quand même réussir à essayer de jouer leur jeu, tu vois. Mais dans les grands matchs, on a vu que ils sont animés. Après, c'est surtout chez eux. C'est pour ça que peut-être avoir le match retour à Arsenal peut être plus compliqué. Mais quand ils ont affronté le Paris Saint-Germain, j'ai vu une équipe diabolique. Quand on a vu face à Bodo Glimt, la pression qu'ils ont mis. Bon, après, comme on a pu le dire dans la précédente émission, peut-être que Bodo, il y avait un truc mental. Bodo, c'est pas Arsenal. Enfin, sans faire injure à Bodo Glimt, là, on est quand même 2-3 niveaux au-dessus de Bodo Glimt. Sur ça, je te rejoins. Mais après, je crois que c'est toi ou Milan qui le disait lors de la dernière émission, mais ils ont ce statut de choker. Après, c'est comme pour moi, je dis, c'est l'année où ils doivent prouver. Pour moi, c'est là, ils sont au top du top. Ils peuvent faire le quadruplé cette saison, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment décisif. Et je ne sais pas, je me dis que... peut-être il y a un truc qui... C'est tout ou rien. C'est que là, le moment où on parle, ce week-end, il y aura la finale face à Manchester City. Après, bientôt, il y aura aussi le match face à City. Tu as l'enchaînement en match en Première Ligue. Je trouve qu'ils ne tournent pas vraiment bien niveau effectif, donc un joueur majeur qui se blesse, ça peut vraiment tout changer chez eux. Et je sais pas, je me dis pas, je pense déjà les équipes qui me font peur, on va en revenir dessus, elles sont plus de l'autre côté du tableau. Et Arsenal ne m'a pas plus convaincu que ça. Et tu penses qu'Arsenal peut avoir du mal à gérer cet enchaînement PL Première Ligue, PL Ligue des Champions? Oui, je pense que sans faire injure au championnat portugais, qui reste quand même un championnat très intéressant et élevé, le Sporting a une gestion différente, même s'ils sont toujours mathématiquement dans la course au titre face à Porto et qu'il y a toujours de l'espoir dans le football. Je pense avec sérénité que Porto va être champion et donc peut-être une gestion différente, faire tourner, surtout que je crois qu'il ne reste plus de gros matchs. Je regarde à la régie, peut-être qu'il confirme. Il reste des gros matchs pour Sporting. Sporting a quand même quelques matchs, mais
Ils ont la possibilité de faire tourner et Arsenal, ce sera plus compliqué. On sait que chaque match en Première Ligue, c'est un combat, c'est une guerre. Et même s'ils ont 11 points d'avance au moment où on parle, ils ne peuvent pas se permettre de perdre parce que City, même si ce n'est pas le City de la grande époque, sait faire ses remontadas et cette dernière ligne droite. Donc tu vois une double confrontation accrochée, disputée. Ouais, je pense qu'on n'aura pas un Bayern-Atalanta, quoi. Je pense pas qu'ils vont se prendre un 8 ou un 10-2 comme a pu faire Newcastle, un 10-3. Je pense vraiment que ça va être serré. Peut-être que l'Arsenal va l'emporter. C'est un match serré. Ils sont nommés le FC Corner. Ils vont peut-être passer par les coups de arrêtés pour s'en sortir. Mais non, je vois pas Arsenal dérouler et tout. Peut-être Gyökeres qui va peut-être tenter de faire le match de sa vie face à son ancien C'est club. vrai, il y a une histoire. Ce Gyökeres qui revient jouer Sporting, c'est une histoire, un match dans le match, quelque part. Ouais, et comme disait Pyrian, c'est une opposition de style. Je trouve que ce sera aussi intéressant. Sporting, c'est pas l'équipe à fermer le jeu. Ouais. Ça accepte vraiment d'attaquer. Arsenal, c'est plus compact et ça peut aussi aimer jouer en contre. Donc les deux équipes peuvent soit se neutraliser, soit nous proposer un gros match. Ouais, c'est ça. En fait, leur point fort, c'est les contres. Parce que, par exemple, contre le PSG, c'était l'une des tactiques qu'ils ont utilisées contre le PSG, tu vois. Mais bon, défensivement, c'est costaud, Arsenal. Donc, ça va être compliqué pour les deux équipes de quand même marquer beaucoup de buts. Parce que Sporting, ça marque aussi. Mais bon, on verra. Non, je pense que, comme tu as dit, je pense que ça va être soit un match serré, soit un match spectaculaire. Mais je vois pas quand même l'une des deux équipes mettre une tôle à l'autre. Je pense que ce sera quand même homogène et équilibré. D'accord. Et donc après, le vainqueur de cette double confrontation retrouvera soit le Barça, soit l'Atlético. C'est le seul choc qui oppose deux clubs d'un même pays sur ces quarts de finale. Donc Barça-Atlético. Est-ce que pour vous, il y a un favori sur ce match-là, en sachant qu'il y a eu une confrontation entre les deux clubs il n'y a pas longtemps en Coupe du Roi, que ça a tourné à l'avantage de l'Atlético, mais on a senti que ça pouvait aussi basculer dans l'autre sens. Est-ce que vous voyez à nouveau l'Atlético éliminer le Barça, ou est-ce que là, vous pensez que c'est complètement différent ? Ouais, je pense que ça sera différent cette fois-ci. Mais en fait, le Barça, on sait tous qu'il est favori, tu vois. Mais le Tulismo en Ligue des Champions... Le Tulismo en Ligue des Champions fait des finales. Mais justement, c'est ça que je te dis. Et là, ils sont partis en quart. Donc, moi, je me dis quand même que Atlético Madrid, ils vont faire quelque chose de spécial contre le Barça. Mais bon, faut voir, vu comment ça joue. Avec le retour au Wanda Metropolitano. Et en plus, ouais. Je dirais pas. Moi, c'est personnellement, je pense pas que Barcelone soit favori parce que, comme les problèmes qu'on a mis en avant, la défense, pour moi, c'est un gros gap. Pour pouvoir être dans ces équipes-là qui gagnent et qui font la diff, il faut avoir aussi une défense et je pense pas que Barcelone l'ait encore. Et à part Sporting Arsenal, où entre guillemets on a tous le favori, où on se dit tous que dans une logique footballistique, Arsenal doit passer, je pense que les 3 prochains matchs, j'arriverai pas à définir. Pour moi, il n'y a pas de favori. Il y a de belles individualités, des beaux collectifs, mais là, ce match-là, je ne peux pas le dire parce que c'est l'Atlético Madrid, quoi. C'est une équipe qui maîtrise son football depuis 10 ans. Parfois, c'est pas flamboyant, parfois, c'est pas beau à voir jouer, mais ça reste solide. Comme tu l'as dit, ils se sont affrontés en coupe, même si Barcelone a fait un match où on a cru à une remontada au retour. L'aller de Madrid est impressionnant, et même le retour, pour moi, il y a quand même un peu de maîtrise. Même s'ils prennent quand même le bouillon, c'est un bouillon auquel Simeone les a habitués depuis une décennie. Et donc, même si je dis les hommes changent, la mentalité est toujours la même. Ça reste 11, allez, on va dire 16 chiens de garde qui sont prêts à tout pour aller ramener quelque chose enfin. Après, ça sera le match où ils vont se venger quand même, le Barça. Et aussi, je pense que c'est aussi le moment pour des joueurs d'individualité, comme Yamal, de se montrer, parce que voilà, on a quand même une course pour le ballon d'or. Yamal, il est pas très très performant ces derniers temps, mais bon, il montre quand même quelques individualités, etc. Il est performant au niveau des statistiques. Après, ce qu'on lui reproche, c'est dans les grands matchs où il est un peu moins décisif. Là, il a fait une très bonne prestation contre Newcastle, parce que le match aller, il a été en difficulté comme tout le reste de l'équipe, mais Je dirais bonne, pas très bonne.
Mais Un penalty. quand même, si sa prestation contre Newcastle, le retour, elle aboutit quand même. Il y a des choses où, moi je promets que l'égalisation, elle me gêne. Ce truc de faire une talonnade à quelques mètres de sa surface de réparation pour pouvoir sortir le ballon, ça m'a gêné. C'est quelque chose. Oui, mais quand tu sors d'un match avec un but, une passe D, c'est quand même. Oui, mais après, quand on a vu le contexte du match, après Newcastle, ils étaient. C'est pas lui que je ressortirais du match. Moi, j'ai plus été impressionné par Fermin, par Rafinha, par toujours notre ami Pedri. Non, mais ce FC Barcelone, c'est une arme offensive. Ça, par contre, on peut tous être d'accord. Pour moi, après le Bayern, c'est la deuxième attaque la plus impressionnante parce que le Paris Saint-Germain, je le mets un peu entre parenthèses parce que ça dépend des moments, même si pour moi, si c'est comme l'année dernière, ça reste la meilleure équipe offensivement. Mais je sais pas comment on va analyser ce match. Je sais pas si on va avoir un match fermé, si on va avoir un score fleuve. Je pense pas que ce soit dans l'ADN de Barcelone d'attendre, de temporiser. Ça va être chercher de marquer. Et retour au Wanda Metropolitano, j'espère que Barcelone aura un petit matelas d'avance. Parce que, dans ce contexte-là, et surtout qu'il y a des rumeurs. Bon, après, ça, c'est les rumeurs, ça, on vérifiera ça dans l'année. Mais ça nous a parlé il y a quelques mois de peut-être la dernière saison de Simeone. Il y a des bruits de couloir où il y a peut-être un truc à aller chercher. Et on sait que ça peut motiver des joueurs. On a des gars qu'il a toujours connus, les Coquet, les Griezmann, qui revient bien en forme. Griezmann qui risque aussi de partir à la fin de la saison. Ça, en fait, fin de cycle pour l'Atlético. C'est ça, on sent que c'est peut-être un fin de cycle, une page qui se tourne et comment on peut terminer l'histoire qu'en gagnant un titre majeur, parce qu'en championnat c'est fini. Ils ont encore une chance en coupe. Ils ont la Coupe du Roi. Ouais, la Coupe du Roi. Mais ils vont jouer la finale. Ça sonne moins. C'est pas. Ça pétille moins. Alors que tu pars sur une Ligue des Champions. C'est pas comparable avec la Ligue des Champions, c'est sûr. Et Pierre-Yann parlait de Lamine Yamal, qu'il allait particulièrement observer. Toi, Jérémy, est-ce qu'il y a un joueur que tu vas suivre dans ce match, que tu attends au tournant ? Une sorte de facteur X. Je vais suivre 2 joueurs. Julián Alvarez, j'ai besoin d'en voir plus. Je ne critique pas le joueur, je le trouve très très fort. Mais lui aussi, il y a des rumeurs de départ. Je veux voir un tueur. Je veux voir un tueur sur cette double confrontation et me montrer qu'il a passé un cap, entre guillemets. Il est très très fort, mais depuis qu'il a l'Atlético, je vois moins la rage et le talent que j'ai vu à City. Je ne dis pas qu'il a mis des beaux buts, des beaux matchs. Et le deuxième, ce ne sera pas Lamine Yamal, ce sera entre guillemets 2 joueurs. Ça dépend qui va mettre en pointe. Ferran Torres et Lewandowski, pour moi, c'est un game changer. Parce que pour moi, cette saison, même si statistiquement, on peut dire que c'est convenable, c'est poussif. En fait, je veux dire, heureusement qu'il y a les 2 sur les côtés qui te déposent vraiment des caviars. Mais on n'est pas sur le Lewandowski de l'année dernière qui sort une saison magnifique à son âge, top 10 Ballon d'Or. Cette saison, c'est plus compliqué. Il marque toujours, mais c'est plus compliqué. Ferran Torres, c'est un courant alternatif. Et je pense que c'est toujours cette logique où moi, je me dis... Un grand match, c'est un gardien, c'est une bonne défense et surtout un grand gardien et un mec qui va planter des buts devant. Et le gardien, Garcia devrait être là, donc je suis rassuré. Et devant, si ça pêche pour Yamal, parce qu'on sait que ça défend bien l'Atlético, il va falloir ce mec devant, à la moindre occasion, il va tuer ça. Et je ne sais pas si Barcelone les a vraiment. Et tu parlais de cette interrogation sur le poste de 9 au Barça, par rapport aux formes actuelles de Ferran Torres et de Lewandowski, qui sont toutes les 2 pas très convaincantes ces derniers temps. Il y a aussi l'hypothèse, elle a été testée en cours de match, et jamais titulaire, mais de mettre Dani Olmo en faux 9. Tu me diras après à ce à quoi tu as pensé. Et toi, tu en penses quoi de cette possibilité éventuellement de Dani Olmo en faux 9, avec justement Rafinha et Lamine Yamal qui seraient plus haut forcément et qui pourraient finalement terminer les actions? Je pensais qu'on était sur la même lignée, mais je vais te suivre sur le truc du faux 9. Moi, je voulais voir Fermin. Fermin en faux 9. Ouais. C'est possible aussi en soi. On a plus entendu parler de l'hypothèse Dani Olmo en faux 9, mais ça peut être. Pourquoi pas Fermin? Je trouve que dans la relation qu'il a avec les milieux, les attaquants autour de lui et dans la projection, je trouve Fermin plus intéressant. Si tu m'as dit Olmo en 10 et tout, pour quelque chose, ouais. Mais Fermin, dans ce truc de faux 9, je trouve qu'il a une meilleure relation avec l'attaque barcelonaise.
Je préfère son profil. Et je me dis que peut-être face à l'Atlético, qui est quand même assez dense au milieu, peut-être renforcer le milieu de Barcelone. Si tu as Firmino en faux neuf qui pourrait revenir aider. C'est ça, ouais. Barcelone a récupéré Gavi. Là, il y a une trêve de 2 semaines. Peut-être qu'il sera en forme pour pouvoir jouer l'aller ou soit pour rentrer. Il y a Frenkie de Jong qui reviendra aussi. Casado, non, pas Casado. Bernal qui a fait un très Bernal, oui, qui a fait un très beau match contre Newcastle. Je me dis que Barcelone pourrait peut-être penser à renforcer ce milieu de terrain et mettre Firmino en faux neuf. Donc pour moi, il y a des alternatives. Et puis après la défense, je pense que Koundé l'aura récupéré. Est-ce que Koundé normalement sera de retour. Ouais. Je pense que ça va faire du bien. Après, c'est toujours ce débat à côté de Koubarsi. Je suis pas satisfait. Baldé. Tu auras sûrement le retour d'Eric Garcia qui était aussi pas là contre Newcastle, qui sera là. Baldé de retour. Après la difficulté, enfin Baldé, je sais pas, j'ai un doute. Il faudrait que je vois. Mais tu vois par exemple pour la défense, Koubarsi, Garcia. Enfin si tu fais une défense Koubarsi, Garcia. Ça veut dire que tu es obligé, entre guillemets, de mettre Koubarsi axe gauche. Et lui, il est plus à l'aise axe droit. Et du coup, en fait, Garcia, il peut quasiment jouer que axe droit. Donc, si tu mets Garcia axe droit, tu es obligé de mettre Koubarsi axe gauche. Et Koubarsi à la relance axe gauche, il est un peu moins à l'aise qu'axe droit. Donc, ça aussi, c'est une question de doublette, de charnière. Quelle charnière est privilégiée? Est-ce que tu privilégies de mettre Koubarsi dans les meilleures solutions, mais du coup ça veut dire que tu as une défense Koubarsi, Gérard Martin? Ou alors est-ce que tu te dis Eric Garcia qui est peut-être un peu meilleur que Gérard Martin pour occuper ce poste-là, est-ce que tu fais une défense Koubarsi, Eric Garcia, mais avec un Koubarsi qui sera peut-être moins à l'aise du fait de son placement? Finalement, ça sera Ronald Araujo. C'est une option quand même. Ronald Araujo, oui, c'est une option, mais mais honnêtement, elle n'est pas du tout privilégiée par Flick. Quand tu regardes les dernières semaines, il est plus en sortie de banc qu'autre chose, ouais, malgré son statut, alors que quand il rentre, il a le brassard quand même, tu te dis... Ce serait quand même la très grosse cote de voir Araujo titulaire. Là, c'est vrai qu'Araujo, on a l'impression que dans l'esprit de Flick, c'est vraiment devenu un remplaçant. Mais après, quand tu vois l'Atlético et les profils, moi, Araujo, même si on peut lui reprocher plein de choses, il reste quand même athlétique, véloce, rapide. Et dans le fameux flickball, face à l'Atlético, quand tu as des Simeone, tu as des... Il y a souvent des erreurs d'alignement avec Araujo et l'alignement dans le flickball, c'est extrêmement important. Ouais, mais toi, quand le flickball est fait pour les rattraper, s'il est un mec comme lui, il peut au moins essayer de rattraper la faute d'alignement. Koubarsi, Gérard Martin ou Garcia, c'est pas reconnu pour la vitesse non plus, mais je pense que dans ces matchs... Ça va vite quand même, Koubarsi, Gérard Martin. En fait, le souci de Koubarsi, Gérard Martin, c'est les duels aériens. Oui, même moi j'allais dire aussi la complémentarité et l'expérience, parce que ça c'est toujours un débat qu'on a eu, c'est le départ d'Inigo Martinez a fait très très mal à Barcelone, et c'est aussi un truc qui n'avait pas été remplacé, et je pense que ce sera un chantier cet été, enfin dans la logique, pour la suite du FC Barcelone, mais non, dans l'ensemble je pense que ce sera disputé, et même si je pense honnêtement que si Barcelone sort, c'est un échec. Si Madrid sort, on est moins... Parce qu'on a tellement d'attentes avec Barcelone, tout le monde les voyait en finale l'année dernière, et problème de défense, ça s'est pas fait. Cette année, et, comme Pierre l'a dit, il y a aussi Lamine Yamal, qui à son jeune âge, et on a tellement d'attentes, on parle de Ballon d'Or, même si pour moi, c'est pas la Ligue des Champions qui va définir ça, on est en année de Coupe du Monde. S'il sort en quart, il perd beaucoup de points par rapport aux autres. Donc pour toi, quand même le Barça favori, malgré la récente élimination, malgré ceci, pour toi ça reste quand même le Barça favori sur cette double confrontation? Favori, mais de peu. Ouais. Légèrement favori. Ouais. Et toi, Pierre-Yann, tu rejoins Jérémy, Barça favori? Moi je pars sur Barça favori. Largement. Ouais. Enfin, moi je me dis que c'est maintenant ou jamais, tu vois, pour le Barça surtout. Et je me dis qu'ils auront l'esprit revanchard. Le Barça qui doit encore faire avec le Real Madrid dans le rétro en Liga. Et pas vraiment l'Atlético. Bon, l'Atlético va quand même affronter le Real. L'Atlético va affronter le Real. Mais l'Atlético a un petit matelas, pas forcément confortable, faut pas non plus abuser, mais le titre c'est mort. Mais ils s'affrontent ce week-end, l'Atlético et le Real, donc ce sera l'occasion de voir. Mais après, l'Atlético est quand même assez loin en championnat, donc l'Atlético peut plus se faire tourner. L'Atlético doit juste sécuriser sa 3e place vis-à-vis de Villarreal, en fait. Oui, mais même la 4e, ils sont qualifiés directement. Je veux dire qu'il n'y a pas une pression
extrême sur eux. C'est que l'année dernière, si je me trompe, non, peut-être je me trompe, hein, mais ils finissent 4e l'année dernière. L'année dernière, oui. Ouais, voilà. Donc, Non, l'année dernière, c'est Bilbao qui finit 4e. j'avais oublié. C'est le trio. Quel échec. Mais non, pour moi, ils sont sûrs d'être dans le top 4 quand tu vois la dynamique derrière. Donc, une gestion différente, alors que les deux autres se tiennent la bourre et donc vont devoir jouer toutes leurs cartes à fond. Ça peut être un avantage aussi pour. Surtout qu'on a vu que récemment, même si la trêve, la moitié de l'équipe de Barcelone va en sélection, ça commence à tirer et ça peut jouer à ce moment-là de la compétition. Très bien, très bien. Bah, on va suivre tout ça. On va suivre cette double confrontation 100% espagnole, donc avec deux oppositions de style entre Hansi Flick et Diego Simeone. On parlait d'un club de Madrid. Il y a un autre club de Madrid qui va devoir, lui, faire face à un très, très gros morceau. Peut-être le plus gros morceau de cette compétition. Donc, ce match entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Est-ce que pour vous, déjà, c'est la grosse affiche de ces quarts de finale ? Je pense que ouais. Enfin, oui. C'est la plus grosse affiche. En fait, vu. Même si c'est un Real un peu moins fringant que les autres années. En fait, c'est le. Voilà. C'est toujours le Real en Ligue des Champions. En fait, c'est ça. Et même niveau casting, etc. Enfin, quand on regarde les joueurs que possède le Real Madrid, c'est. 11 de stars. C'est ça, en fait. Et là, c'est la meilleure équipe du moment, c'est le Bayern Munich. Et donc, pour moi, c'est vraiment le match phare de la Ligue des Champions. D'accord. Et qu'est-ce qu'on en pense de ce Real Madrid qui vient quand même d'éliminer Manchester City assez, on a envie de dire facilement, même si le match retour et quand même, il y a des faits de jeu qui peuvent expliquer la large victoire de Manchester City au retour. On en a parlé lors de la dernière émission, mais cette double peine du penalty et carton rouge de Bernardo Silva qui a ensuite permis au Real d'aborder le match avec plus de sérénité et de s'éviter un retour de Manchester City. Ils avaient déjà fait le trou au match aller. Est-ce que là, face au Bayern, vous pensez que le Real est capable de poser des problèmes à ce Bayern-là, voire l'éliminer? Pierre-Yann? Ça va être compliqué contre le Bayern. On sait très bien comment joue le Bayern en ce moment. Et après, voilà, c'est pas le même Real Madrid qu'on a connu avant. Et là, surtout que cette année, c'est un Real Madrid qui est assez faible niveau jeu, parce qu'ils ont perdu déjà un entraîneur. Ils jouent avec un entraîneur qui est pour moi intérimaire encore. Parce que Arbeloa, pour moi, c'est pas un entraîneur qui a ce charisme pour remonter des scores ou jouer de la Ligue des Champions, tu vois. T'as des doutes sur les qualités de manager de Areola? Oui, bien sûr. Mais en fait, on sait pas. On peut pas très vite juger comment joue le Real Madrid en ce moment parce que il y avait un moment où ils étaient très très faibles quand il y a eu le licenciement de Xabi Alonso. Quand il a repris le club, ça partait moins, mais là ils sont en top forme. Et après contre City, c'était assez particulier parce que quand même ils ont joué sans Mbappé. Je pense qu'il y a un signe pour dire que sans Mbappé on joue mieux. Mbappé qui sera de retour pour le match contre le Bayern. C'est ça. Donc moi je dis qu'il y aura un match, mais vu le Bayern Munich, ça sera assez compliqué pour le Real Madrid de les mettre en difficulté. Et est-ce que, il n'y a pas de doute sur le fait que Mbappé, s'il est prêt physiquement à 100%, il jouera ce match contre le Bayern. Comment il faut... Là, on va revenir sur un débat qui a suivi toute la saison du Real Madrid. C'est comment faire jouer cette attaque Vinicius-Mbappé, cette association où on sent un peu les deux joueurs sur le terrain qui n'arrivent pas toujours à se trouver. Comment on gère cette association? Je sais pas comment on peut le gérer parce que on n'est pas coach et même les coachs qui sont passés n'ont pas réussi, mais je suis moins... En fait, je suis moins sûr. Le Bayern, déjà, je les vois gagner avec des champions, mais je vois ce Real Madrid potentiellement les éliminer. C'est-à-dire que... Le Real Madrid éliminer le Bayern? Je trouve que, même si ça veut rien dire dans le football, collectivement, le Bayern est très intéressant cette saison. Mais si on prend vraiment individuellement le 11 et tout ce qu'il y a en défense, sur le banc, il y a match. Pour moi, le Bayern, même si c'est une arme offensive et aussi défensive, en fait, pour moi, le Bayern, c'est leur premier gros test. Ouais. Pour moi, c'est leur premier gros test. Et peut-être que
Je sais pas. En fait, je me dis que là, oui, l'attaque est magnifique. Tu as Kane, Olise, Luis Diaz qui marche sur l'eau cette saison. Mais derrière, je suis pas convaincu que si le Real Madrid te fait un match aller, même si pour moi, Pep Guardiola a aussi eu des erreurs, si le Real Madrid te fait le match aller qu'il fait à City face à un Bayern, je ne pense pas que les individualités du Bayern arrivent à y résister. Je ne suis pas sûr que Jonathan Tah survive à une doublette Mbappé Vinicius. Je ne suis pas sûr que Pavlovic, que Bischoff, Stanisic. Pour moi, on n'a pas des joueurs de classe mondiale. On a toujours du Dayo Upamecano, mais je trouve que intrinsèquement parlant, niveau talent, le Real Madrid est supérieur. Et quand on parle de cette équipe qui est habituée au grand rendez-vous, qui est habituée à la Ligue des Champions et qui a une équipe entre guillemets de cadors et de leaders, à des moments, tu t'élèves. Et s'il s'élève comme on a pu voir au match aller, je pense que ce Bayern-là n'y résiste pas parce qu'il n'a pas individuellement le talent du Real Madrid ou des autres équipes comme, pour moi, Liverpool, le Paris Saint-Germain et Barcelone. Je pense que c'est ce truc où il y aura un match. Collectivement, le Bayern, sans aucun doute plus fort. Individuellement, le Real, s'ils le veulent, ils peuvent te détruire. Donc, tu as des doutes, en fait, si j'ai bien compris, sur la défense du Bayern et sa capacité à contenir les assauts madrilènes de... Oui, c'est ça, c'est que quand ce Real Madrid, et on l'a vu quelques fois sous Arbeloa, mais même si c'est rare, si ce Real Madrid-là, le temps d'un match, active le mode méchant, le mode Ligue des Champions, le mode 3 Ligues des Champions de suite, il n'y a que une équipe pour moi qui les arrête, et c'est le Paris Saint-Germain, mais je pense vraiment que ce Real Madrid-là, même s'il a tellement de défauts, je trouve, même que ce soit, comme on l'a dit, la défense, le repli et tout, mais si cette équipe le veut, comme elle a fait face à City, elle est très très dure à arrêter. Et moi, il n'y a pas que ça, mais je trouve vraiment que les individualités du Bayern, et en plus, parfois, il y a beaucoup de jeunes au Bayern. Je ne suis pas sûr que ça tienne, toi. Lewis Carl, c'est Lewis Lennis Carl, pardon. Ouais, oui. Très talentueux. Mais même moi, je te dis, un Carvaral, même sous 3 jambes, ou même un Carreras, ça, je sais pas, non, je me dis juste que tout est possible. Ça, parce que le Bayern a quand même, pour moi aussi, le potentiel, a le favori Ballon d'Or actuellement, qui est Harry Kane, qui va devoir aussi montrer tout le talent qu'on dit cette saison. Mais c'est très très fort de l'autre côté. Mais est-ce que justement, tu disais que le Real Madrid, s'ils activent, je reprends tes mots, le mode méchant, ils peuvent faire très mal au Bayern, mais tu peux aussi te dire l'inverse. Le Bayern, avec sa puissance offensive, peut aussi, s'il active le mode méchant, faire très mal au Real. Est-ce que toi, tu es inquiet pour la défense du Real Madrid, en sachant que c'est une défense qui est amoindrie, il y a Militao qui est blessé, depuis le début de la... Courtois aussi. Courtois qui est blessé. Ça peut être aussi une grosse diff, même si Lounine, pour moi, a pu faire des bons intérims. La run de dernier titre de Ligue des Champions, c'est lui et il est fantastique. Et je pense que là aussi, c'est une occasion. Et quand il a dû les saisir, il les a saisis. Mais c'est aussi le style de jeu du Bayern. Le Bayern, c'est pas une équipe de bloc bas. C'est une équipe qui va vraiment jouer haut. On l'a vu face à l'Atalanta. Ouais. Même si je suis pas sûr que ce que Compagnie a tenté face à l'Atalanta, on pouvait voir Jonathan Tah déborder côté gauche ou monter entrée de surface, il le fera face au Real, parce que sinon la puissance de contre est magnifique, mais c'est pas le jeu du Bayern d'attendre. Et si tu laisses des espaces, le Real Madrid, ils vont adorer ça, et ça va être vraiment du jeu de contre. On a pu voir, comme tu as dit, face à City, que pendant 20 minutes avant le rouge, ils ont monté de la résilience, c'était pas forcément du beau jeu de collectif, mais ils ont su tenir les assauts de City avec Doku et Haaland qui ont tenté plein de fois. Sachant que c'est quand même une équipe qui a des failles qui paraissent assez grandes à certains postes. Carvajal peut très vite être pris de vitesse parce que Carvajal il a son âge aujourd'hui. On a vu que Trent pour défendre, c'est pas un rôle dans lequel il est très à l'aise. Ils l'ont fait en double, ils l'ont fait face à City. Et je pense qu'ils vont peut-être faire pareil parce que Luis Diaz, moi Luis Diaz et Doku, c'est des mecs que je veux pas affronter, mais Doku, même s'il a quand même été très très fort, il n'a pas été s'il était seul face à Trent, le match c'est fini, City se qualifie. Mais là Valverde, Valverde va le chercher. Luis Diaz, il va avoir du taf. À gauche, Carrera, je pense que ça peut poser des soucis quand même à Olise, un latéral aussi qui lâche pas.
Et puis, il y a Mais est-ce que Valverde est capable de répéter tous ses efforts à nouveau sur ce match-là, sur cette double confrontation-là? C'est un mec à 3 poumons, c'est un mec qu'on dit profil Premier League. Ce mec-là, ça court partout. On a une montée en puissance récemment avec Aurélien Tchouaméni, qui était quand même décevant cette saison. Ces derniers matchs, il est très intéressant. Peut-être voir si dans la continuité, on va voir là avec l'équipe de France si ça continue. Puis après, c'est toujours. Je pense que ce sera une question aussi de compatibilité et de choix. Est-ce qu'il va mettre du Mastantuono, du Güler? Est-ce que Bellingham sera de retour et en forme pour jouer? C'est à voir, mais ce Real Madrid est aussi lisible qu'illisible. Mais je pense que le style du Bayern est quand même un style que peut aimer le Real. Ça va pas fermer le jeu. Ça va pas rester à 12 derrière. Et à voir. Mais après, est-ce que toi, tu as des craintes sur la défense du Real où on sent que Huysen n'a pas encore réellement montré toutes les garanties et les qualités qu'on lui prêtait après sa saison à Bournemouth. Est-ce que Raúl Asensio est capable aussi dans un match comme ça Il ne de... sera pas là, ce sera Rudiger. Huysen est en difficulté, même si je ne suis pas fan du profil, il est en difficulté quand on a de la vitesse en face et on a de la profondeur. C'est pas le jeu de Kane, c'est pas le jeu du Bayern. Ça déborde sur les côtés, mais sur lui, sur son implication même, il n'a pas un mec qui court très très vite. Il n'a pas un adversaire qui va partir. C'est pas. Si c'était en face, tu me disais que Huysen allait devoir affronter Mbappé, et là je te dis oui, ok, là il y a un gros souci. Là c'est Harry Kane et il sera suppléé de Rudiger qui, même si il a des genoux en bois, face à Haaland, je l'ai trouvé, il a répondu. Même si je sais qu'il a peut-être un rapport psychologique sur Haaland, parce que lors dernière confrontation, il a pris le dessus. Mais Ken aura du boulot, même si Ken va beaucoup bouger, on sait qu'il aime bien redescendre en 6 et tout. Il va pas avoir constamment cette menace du gars qui va devoir partir dans son dos. C'est pas le jeu de Kane. Il faudra juste, là, il va devoir nous montrer. Et il l'a montré sur quelques séquences, qu'il est fort sur les appuis, qu'il est fort sur l'anticipation. Parce que vu que Kane est souvent en entrée de surface ou en retrait, ça va souvent envoyer vers lui. Il faudra être là au bon moment. Et je pense que c'est un jeu qui les arrange. C'est-à-dire que si le Real avait eu le PSG, peut-être même Liverpool, ou pas forcément Barcelone, mais où c'est des profils qui partent vraiment en profondeur, qui te font des appels contre appels, qui partent dans ton dos, où tu es là constamment à l'affût, tu dois faire gaffe à l'alignement. Sur ça, il est pas à l'aise. Là, c'est différent. Ce sera vraiment un jeu tactique, de positionnement, d'anticipation, et sur ça, je le trouve un peu plus à l'aise. Et toi, Pierre-Yann, qu'est-ce que tu penses de cette... Est-ce que tu rejoins Jérémy sur cette défense du Real? C'est que, a priori, Kane est un profil qui pourrait convenir au tandem Rudiger-Huysen. Est-ce que pour toi aussi, tu vois la défense du Real réussir à canaliser les forces du Bayern? Bah en fait, moi, je vois quand même la défense du Real Madrid qui est assez faible. Mais ouais, en fait, quand même, le Bayern Munich, ils ont quand même une attaque qui est assez folle. Et en fait, je sais pas comment dire, mais il y a un moyen qu'en gros, cette équipe-là tombe à cause de la défense, tu vois. Le Real Madrid, c'est beaucoup d'individualité, comme a dit Jérémy. Mais quand tu vois derrière et que tu vois une attaque du Bayern Munich qui est flamboyant en Bundesliga, tu te dis directement que cette défense-là va pas tenir contre Harry Kane qui est, je pense, qui est dans sa top de sa forme, tu vois. Alors, ils viennent quand même, je rappelle, de mettre 10 buts à l'Atalanta. Oui. Ça reste l'Atalanta, c'est que l'Atalanta, mais 10 buts en 2 matchs, c'est quand même assez solide. Je pense que l'Atalanta, c'est dans le même truc que Newcastle. Là, on est vraiment dans le grand bain. Là, on est avec les grands requins blancs et on n'est pas avec les petits poissons. Là, c'est vraiment... J'aime bien ta métaphore. Merci. Ouais. Mais il y a un élément qu'on n'a pas dit. Et moi, c'est le truc où je vous ai dit, moi, je marche il faut un mec qui marque et un gardien. Urbig, qui est quand même qui a un potentiel. Je suis pas sûr que ce soit... tu attaques le match différemment si tu as Neuer, même pour les attaquants en face, que Urbig, qui reste un bon gardien, attention. Et même Lunin, je pense que Lunin est un meilleur gardien qu'Urbig. Je pense que ça aussi, c'est une différence pour le Bayern. Ouais. T'as pas moi, même psychologiquement, je pense que chaque attaquant, quand tu sais que tu as Courtois en face,
Et il te fait déjà à chaque fois, il te fait ça, il te fait un arrêt de fou furieux à la 5e minute où tu te dis s'il marque, ça change tout. Mais ce gars rentre dans ta tête et même Lounine, c'est quoi, saison 2023-2024, le titre du Real Madrid. Mais dès qu'il te fait ses arrêts, t'as pas envie de l'attaquer, tu sais dire t'es foutu. Et Urbik, j'ai pas cette sécurité de me dire que quand il va y être, le Bayern a un mec qui, quand il y aura la balle, qui doit partir dans la lucarne et retirer la toile d'araignée, et je veux voir une main l'arrêter. Ça, j'ai pas cette certitude. C'est vrai. Et le Bayern ce sera un test pour lui. C'est un jeune gardien, il a du talent. C'est vrai qu'il va être plongé dans le grand bain. Ça va être l'occasion de voir comment il réagit à cette pression. Et je pense pas qu'il va tenter Ulreich. Non, je pense pas. Qui est plus expérimenté, qui est là. Je pense pas qu'ils vont le tenter. Qui est pas non plus. Après, si t'as la doublure depuis 10 ans, c'est ça. Le dire quand même, tu vois. Si t'es doublure depuis 10 ans et que personne essaie de te recruter parce que t'as du talent, il y a aussi un message caché derrière. Parce que dans une grande famille. Mais je sais pas. Et aussi, je voulais aussi ajouter par rapport à la défense du Real Madrid, c'est aussi mettre en compte que le Bayern Munich vont beaucoup attaquer. Il faudra défendre à 10, tu vois. Et si on amène le fait qu'il y aura le retour de Mbappé, la présence de Vinicius, etc. et tout, c'est quand même 2 joueurs qui viennent pas défendre. Enfin, Vinicius vient défendre partiellement, mais Mbappé, très peu. Alors en fait, c'est dans ce genre de match qu'en gros, tu dois venir défendre absolument, tu vois. C'est vrai que ça fait une différence quand on voit les retours défensifs d'Harry Kane et les retours défensifs des attaquants du Bayern. Là, au Real, tu démarres le match avec potentiellement 2 joueurs qui vont pas défendre ou très peu défendre. Pour Mbappé, pas du tout. Mbappé ne défend pas du tout. Et encore, Mbappé, des fois, ne fait même pas l'effort du pressing. Il attend le contre, en fait. Donc c'est vrai que tu pars avec aussi une infériorité numérique en phase défensive. C'est peut-être un truc, une acceptation. C'est un truc que tu vas prendre le risque parce que tu sais que le Bayern ne va pas jouer bas. Et tu te dis, ok, je prends ce risque, j'accepte ce décalage, cette balance, parce que je sais que dès que moi je vais récupérer le ballon, si je lance mes 2 fusées... Ça peut faire partie pour toi du plan du Real de se dire on les fait pas défendre, mais on les met sur orbite dès qu'on récupère la balle et on accepte quelque part qu'ils défendent pas. J'imagine, si c'est pas le grand Real, j'imagine le Real proposer peut-être quelque chose comme le match retour face à City avant le penalty et le rouge. Accepter peut-être un peu souffrir, mais dès qu'ils ont le ballon, le Bayern, c'est pas rapide, c'est accepter et c'est provoquer, c'est aller jouer, gratter des trucs. On sait qu'ils sont capables. Derrière, c'est même Upamecano, ça peut être parfois compliqué. Si c'est Vinicius et le Mbappé de ces derniers mois, même si Mbappé, on va voir. Moi, déjà, je trouve ça risqué qu'il soit allé en équipe de France et pas reposé alors qu'il revient de blessure. Il faut voir dans quel état il sera, mais ça va... Peut-être que le Bayern va devoir peut-être dénaturer son jeu. Après, a priori, si on se base sur les qualités propres des 2 équipes, on devrait avoir un Bayern avec la possession et un Real plus opérant en contre. Oui. Qui est en fait les transitions rapides, qui est vraiment les qualités premières de ce Real Madrid. C'est cette projection en contre. On le voit d'ailleurs dans toutes les grosses affiches. Si on reprend l'exemple qui me vient, c'est la finale de Supercoupe d'Espagne contre le Barça. On voit que c'est le Barça qui a le ballon et que c'est le Real qui se projette en contre. Et c'est très efficace. Là, je pense qu'on va se retrouver un peu dans le même le même profil de match. Le Bayern qui tient le ballon, qui va avoir beaucoup de possession, et le Real Madrid qui va essayer d'exploiter à la perte de balle chaque ballon et se projeter en contre. Mais le problème, après, oui, je suis d'accord avec toi. Et le seul problème que je ressens avec le Bayern, c'est que je les vois, ils n'ont pas d'alternative pour moi. Je pense que le Real peut changer de style de jeu s'il le veut. Le Bayern, c'est le truc que je reviens de les individualités, n'a pas forcément les armes pour proposer autre chose. C'est peut-être là où je me dis, où l'ancien grand Bayern, où chaque joueur était un top 5 mondial, pouvait soit être un bloc défensif effrayant ou une attaque de feu. Là, c'est différent. C'est vraiment, comme tu as dit, ce jeu de possession, mais si tu veux changer ça et peut-être passer en contre ou accepter, je ne suis pas sûr qu'ils ont les joueurs. Donc, en fait, quelque part, les 2 équipes seront dans leur situation préférable. Ouais, c'est ça. Préférentielle, parce que le Real veut jouer en contre et le Real jouera en contre, et le Bayern qui aime la possession, c'est que le Real, a priori, ne viendra pas le challenger sur la possession. Donc on va avoir 2 équipes qui vont jouer dans leur système préférentiel, dans leur situation préférentielle, et c'est ça qui rend aussi ce match encore plus intéressant. C'est ça, exactement. Très bien. Et on va suivre aussi cette double confrontation entre madrilène et bavarois. Et il reste un match sur lequel
on n'a pas encore parlé, et c'est le match qui concerne le seul club français encore en course dans cette compétition. Je veux parler évidemment du Paris Saint-Germain qui affrontera Liverpool. Je vois Pierre-Yann réagir déjà. Le PSG qui a déjà sorti un premier club anglais, il s'agit de Chelsea au tour précédent, une qualification que vous serez sûrement d'accord avec moi pour dire qui a été assez simple sur l'ensemble des deux matchs. Et t'es gentil. Et qui affrontera un Liverpool qui s'est un peu fait peur après le match aller en allant perdre à la surprise un peu générale en Turquie contre Galatasaray, mais qui s'est bien repris ensuite chez eux à Anfield, où ils se sont imposés assez largement pour se qualifier. Sur ce quart de finale, est-ce que pour toi, Pierre-Yann, il y a un favori ou est-ce qu'on est sur du 50-50 ? Vas-y, dis-le. Non, je vais être assez humble. Mais en fait, non. Là, le PSG, c'était quand même, avant les doubles confrontations, c'était 5 matchs où ils étaient, niveau jeu, ils étaient catastrophiques. Il y a eu un déclic au match aller où on a pu mettre 5 buts. Mais en fait, avec ce PSG-là, on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais bon, on va se dire que là, ils partent quand même favoris de ce match. Mais après, c'est Liverpool, tu vois. Et quand on voit l'année dernière où on les sort au tir au but, c'est un match qui partait de tout et n'importe quoi. Donc je me dis quand même, c'est quand même la même équipe de Liverpool. Il y a eu très peu de changements. Donc je me dis quand même... Et c'est la même configuration que l'année dernière. Et c'est là où c'est dangereux pour Paris toujours. C'est que c'est le match aller à la maison, mais le match retour à Anfield, Liverpool-Anfield, c'est une autre équipe. Après, je pense que les deux équipes aussi, il y aura un aspect physique parce qu'il n'y a pas... Je trouve que les deux bancs, les deux alternatives sont pas exceptionnelles. Ouais. Je trouve que surtout Liverpool est limité. Je trouve que derrière Salah, derrière Wirtz, derrière Ekitike, il n'y a personne. Le milieu de terrain non plus, il n'y a personne. Et en défense, il ne faut surtout pas perdre de joueurs. Il y a quand même un milieu qui est costaud à Liverpool. Oui, mais je veux dire derrière. Non, mais moi, je pense aussi surtout, on parle de deux équipes qui ont toujours soit un championnat à jouer, un titre, ou soit au moins les places en Ligue des Champions à aller chercher. Ça, c'est plus Liverpool. Dans un championnat où chaque match, encore une fois, est une guerre. Liverpool... Mais on l'a pu voir sur quelques matchs, même à l'année à Galatasaray. Je trouve que Cody Gakpo n'est pas... je vois même la communauté de Liverpool le détester. Chiesa, je ne sais pas, peut-être qu'il a insulté le coach, il ne joue plus, il joue moins, il joue 5 minutes. Il n'y a plus Isaac. Après, il y a des rumeurs comme quoi Isaac pourrait être en prêt, même si j'en doute, mais il revient d'une grosse blessure, je ne pense pas qu'on doit reposer sur lui. Derrière, ok, tu as Konaté et Virgil van Dijk. Je trouve que Van Dijk fait une saison acceptable. Konaté parfois en difficulté. C'est ça. Derrière, imaginons, Konaté n'est pas là. C'est Joe Gomez. Allez, oui, ça fait 10 ans qu'il est là, mais bon, Joe Gomez, c'est pas non plus un cador. Frimpong, je dirais que c'est le même souci que Trent. Offensivement, c'est dangereux. Défensivement, c'est compliqué. À gauche, tu as Kerkez qui remonte bien, qui est un peu en forme. Qui a eu un début de saison compliqué. Mais sinon, derrière, c'est Robertson. Le milieu de terrain, il est fantastique, mais il a pas d'alternative, encore une fois. Mais je pense que ce sera une très, très belle confrontation. Je trouve qu'on a des joueurs qui reviennent bien en forme. Mais je veux dire la même chose que j'ai dit pour le Real Madrid. Et, même si Chelsea était faible, le Paris Saint-Germain, depuis quelques matchs, quand ils sont méchants, et comme s'ils sont méchants comme l'année dernière, il n'y a personne en Europe qui rigole avec eux. Je pense qu'on a aussi une montée de forme petit à petit d'Hakimi, qui, on se rappelle, il revenait de blessure, on pensait qu'il n'allait pas faire la CAN, il a fait la CAN, et petit à petit, là, on retrouve le Hakimi de l'année dernière, Nuno Mendes, qui aussi revient à un niveau acceptable. Au milieu de terrain, Zaïre Emery est le facteur X. Cette saison, il est déterminant et encore une fois, ça, j'ai pas toutes les infos. Peut-être que Paris aura récupéré Fabien Ruiz, je ne sais pas non plus. En fait, il y a très peu de nouvelles sur sa blessure. En fait, et ça fait 2 mois quand même qu'il est absent, même plus. Et c'est possible que le mois prochain, il soit de retour. Mais c'est juste devant où c'est compliqué. Tu as perdu Barcola pendant un moment.
Dembélé, cette saison, son corps, j'ai l'impression de revoir le Dembélé d'il y a quelques années, et je reproche aussi la gestion du Paris Saint-Germain, mais bon, on va pas revenir dessus tout de suite. Kvara, quand il est à gauche, je précise, quand il est à gauche, c'est classe mondiale. Et puis, tu as des doués, et bon, Gonzalo Ramos, Kang Lee. En fait, si tu as le Paris Saint-Germain méchant, le 11 de départ, il est injouable. Et je pense qu'en Ligue des Champions, Luis Enrique arrive à réveiller ce côté agressif. Je trouve que même Pacho, Safonov me rassure un peu plus ces derniers temps. Ouais, le match retour contre Chelsea, c'était l'homme de la situation. Il a pu faire, je pense, 6 arrêts qui ont mené un peu le PSG à contrôler le match aussi. C'est juste que là, on en a parlé en off entre nous. C'est juste que là, par contre, Paris, les 2 matchs de Liverpool arrivent dans un mauvais timing. C'est-à-dire que le premier match, retour de trêve. Ouais. T'affrontes Lyon. Ouais. T'as ton match contre Liverpool. T'affrontes Lens. Et là, t'as encore Liverpool. Donc, pour moi, techniquement, même si Lyon... peut-être. Ça joue. Après, tu vois, tu l'as dit toi-même, Liverpool aussi en PL, il n'y a aucun match facile et ils vont aussi devoir jouer des matchs difficiles. Donc au final, ça s'équilibre. Oui, mais physiquement, je trouve Liverpool, il y a une continuité quand même. Je sais que ce sera différent, mais Gravenberch, McAllister, Szoboszlai, Ekitike, Wirtz ou Van Dijk, ils n'ont pas été blessés cette saison où ça a été très rapide, ou 1 ou 2 semaines grand max. Paris, on a eu des blessures un peu plus longues. Il y a beaucoup de blessures, ouais. Il y a une dynamique, et je ne suis pas sûr qu'ils soient au top de leur forme. Je veux juste dire que là, cet enchaînement, où vous savez que Luis Enrique, à chaque fois, après des matchs de Ligue des Champions, tu retrouves souvent Zabarni, Lucas Hernandez, qui joue, Gonzalo Ramos, Kang Lee, par exemple, Mayulu, Mbaye, il a eu un... Il revient, mais ça a été compliqué pour lui. En fait, c'est ça. En fait, le facteur. Mais la pression, quoi. Ouais, et aussi le facteur de. Le turnover au PSG, c'est très compliqué aussi. En fait, on n'a pas de certitude. De certitude. Et à chaque match, les remplacements, c'est toujours les mêmes. C'est toujours Kang Lee qui va rentrer, c'est toujours Gonzalo Ramos qui va rentrer, Lucas Hernandez qui va rentrer. En fait, on n'a pas de. Et Seny Mailou, en fait, on n'a pas de joueurs qui peuvent du jour au lendemain être titulaire à un moment où le PSG en a besoin, tu vois. Tu veux dire que tu as un 11 très fort et que tu as après un banc qui est un peu léger. C'est ça, en fait, il n'y a pas de joueur. Enfin, on avait aussi la doublure où parfois Désiré Doué était au banc, donc il rentrait. Kvara était là, mais là, puisque Barcola est blessé, là, on n'a plus de joueurs qui peuvent prendre cette place de titulaire. Ça va être très très fragile parce qu'on a par exemple le Seny Mailou. C'est un jeune, mais est-ce qu'il va tenir face à Liverpool? C'est compliqué, tu vois. Lui, en Ligue des Champions, je crois qu'il a vraiment une bonne fée derrière lui. Parce il élève son niveau, mais moi, c'est vraiment le truc de... Tu sais que tu dois aller affronter Lens. Et ce Lens-là, je suis pas sûr que le Paris Saint-Germain est supérieur. Sur cette saison de Ligue 1, je parle. Je parle pas de talent, où bien sûr le Paris Saint-Germain a des cracks générationnels. Mais je pense que sur cette saison, le RC Lens... est un vrai concurrent. J'ai vu le dernier match là, face à Angers. Il y a des joueurs. Après, on verra leur carrière, mais pour moi, il y a des joueurs qui pourraient jouer, facilement cette saison au Paris Saint-Germain sur ce qu'ils ont produit. Et même Lyon, qui a été éliminé de Ligue Europa et qui est en lutte avec Marseille, Lille, peut-être Rennes et entre guillemets Strasbourg aussi, qui est pas loin pour la 3e et 4e place pour la Ligue des Champions. Ça va jouer à fond et ils ont récupéré leurs blessures, ils ont récupéré Fofana, Soulch et Moreira, donc enfin des joueurs de percussion. Donc le Paris Saint-Germain ne pourra pas se reposer et va devoir jouer avec ce fameux 11 parce que je pense que les remplaçants, comme a dit Pyriane, qui ne sont pas convaincants, peuvent leur jouer des tours en Ligue 1. Ouais, c'est ça, et surtout quand on met Zabarini titulaire, c'est souvent une défaite, ça tourne mal. En fait, on n'a pas une défense qui peut être sûre. Parce que là, Beraldo, par exemple, on l'a tout simplement... on ne sert plus de lui. Il est mort dans le film. Oui. Là, le seul duo qui est encore impactant, et même les 5 derniers matchs en Ligue 1, c'était compliqué. C'est Marquinhos et Pacho. Pacho était très très mal avant les doubles confrontations. Défensivement, c'est compliqué. Et même, on a beaucoup d'erreurs défensives avec Hakimi qui n'était pas en forme.
Nuno Mendes qui n'était pas dans les bons alignements en défense. Et là, je reviens Ouais. sur le match donc contre même la double confrontation contre le Liverpool. Comment dire, quel est le joueur selon vous que le PSG doit surveiller impérativement, le joueur qui peut poser le plus de problèmes à cette équipe du PSG? Du côté de Liverpool, ce serait qui? Je pense pour le PSG, ce sera Kvara et Donc Kvara qui causerait le plus de problèmes à Liverpool, Ouais. et dans l'autre sens du coup? Szoboszlai. Ouais. Pour moi, Dominique Szoboszlai, c'est un facteur très très important. Même si face à Galatasaray en deuxième mi-temps, il s'est un peu effacé. En fait, cette saison, pour moi, il fait partie des meilleurs milieux de terrain parce qu'il est d'une polyvalence et il fait des efforts, mais c'est monumental. Je trouve que même aussi dans la distribution du ballon aussi. Je crois qu'il a 25 GA cette saison, implication de but et de passe D. Et il est tout simplement phénoménal. Il marche sur l'eau et je pense que si tu arrives à réduire son impact, tu peux faire une grosse différence, même si j'hésitais aussi avec Ekitike, mais qu'il y aura quand même un gros duel avec Pacho et Marquinhos. Ça là, même s'il a fait un beau match face à Galatasaray, c'est plus le grand Salah, donc pour moi Nuno Mendes... Est-ce qu'il peut pas se réveiller dans ce genre de match, Mohamed Salah? c'est possible, hein, mais Pour moi, il a eu au moins 15 gros matchs cette saison. Il ne s'est pas réveillé. Ouais. Salah, c'est que 10 buts cette saison. Et il faut le préciser, face à Galatasaray, il y a des grosses erreurs hein, de décision, soit de choix, soit de frappe. Et Galatasaray a fait un match catastrophique. Je pense que là, face à ce Paris Saint-Germain, j'ai oublié le nom Jacobs, il a fait un mauvais match, je trouve, face à Salah, même si Salah n'a pas été flamboyant. Mais je trouve qu'un Nuno Mendes, même à 60%, ça là, il va falloir y aller. Hein. L'année dernière, c'était son plus gros. C'est à partir de ce moment-là que ça l'a. Ouais. Nuno Mendes, il a pris tout son jus. Mais en fait, encore une fois, ce sera une bataille au milieu parce que je trouve que le milieu de Liverpool est très. Gravenberch, McAllister, Szoboszlai, pour moi, c'est la définition du football. C'est aussi. Je pense que c'est assez homogène parce que le Paris Saint-Germain n'a pas non plus. Non, oui, dans les efforts, ça va le faire et tout, mais... Donc la clé pour toi, c'est le milieu de terrain? Oui, c'est le milieu de terrain de Liverpool est la clé, parce que je trouve que Florian Wirtz, même si il a retrouvé un niveau décent, tu peux t'en occuper. Tu peux t'en occuper, et en fait, c'est ces trois-là qui te distribuent le jeu. C'est à chaque fois McAllister par ses passes qui va distribuer, Gravenberch par ses percussions, Szoboszlai qui va te faire mettre tout, la magie. Parfois, tu le vois, il revient en latéral droit, il repart, il prend le ballon, il te l'envoie à gauche, il te l'envoie à droite, il te l'envoie devant parfaitement, et puis les coups de pied arrêtés. Il ne faudra pas lui en laisser. Les coups de pied arrêtés, il ne faudra pas lui en laisser. Et je pense que ça va être... En fait, ça va être comme l'année dernière. Et si Paris veut avoir une chance, même s'ils l'ont gagné l'année dernière, tu dois tuer le match à l'aller. Si tu veux vraiment être serein, parce que Liverpool à Anfield, c'est une autre équipe. C'est une autre équipe. C'est comme on a pu dire avec Bodo Glimt. Bodo Glimt à domicile, c'est quelque chose. C'est comme quand tu vas au 2000 ans. Même s'il y a eu des... Quand tu vas là-bas, c'est compliqué. Même Sporting à domicile, c'est compliqué. Il y a une énergie... Même si mes collègues autour de la table ne seront pas d'accord, quand tu vas au Vélodrome, tu as une autre énergie, tu as un autre truc. Mais même quand tu vas à Lens, pour moi, tu as une énergie, tu as quelque chose. Donc, ce Paris Saint-Germain-là va devoir tuer pour être serein et avoir une chance concrète sans stresser, il va devoir tuer le match à l'aller. Okay. Et après, Pierre-Yann nous a dit que selon lui, le joueur le plus dangereux pour Liverpool du côté du PSG, c'était Kvara. Est-ce que toi, Jérémy, tu rejoins ce point-là? Et quel est le joueur qui, selon toi, le joueur du PSG qui peut poser le plus de problèmes à Liverpool? Ce serait qui? J'ai envie de redire Ousmane. Ousmane Dembélé. Et pas par une question de forme, hein, parce que Kvara, si on parle que de forme, c'est lui. Mais on a vu que même s'il s'est souvent blessé, quand Ousmane Dembélé a eu ce truc avant que son mollet ou sa cuisse lâche, il est trop fort. Il est trop fort. Il est très très fort. Tu revois des flashs de l'année dernière où il a le ballon d'or. Mais je sais plus. Par intermittence. Oui, mais après, parce que c'est même pas par intermittence, parce qu'il est blessé et qu'il n'a pas de continuité. Mais quand
Non, c'est pas face à Monaco. Il y a un match où peut-être vous allez me dire, les gars, où il met un lob, Ouais. Ah oui, je vois de quoi tu parles. Ouais. c'est contre Monaco, Je sais plus qui Monaco, ouais. c'était. Il te met un lob et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il te fait? Et après, ok, il se rebaisse derrière. Mais quand il est sur le terrain et qu'il y a une autre magie. Bah oui, c'est ça. En fait, Dembélé, à chaque fois qu'il est dans le terrain, même si parfois il n'est pas autant impactant, mais en fait, il a toujours ce côté où il prend les bonnes décisions. Et je pense que ça donne toujours préjudice au PSG, c'est que à chaque action où il a la balle, il y a toujours quelque chose derrière, tu vois. Ouais, c'est pas ça le facteur X, parce que je pense que Gvara, tu vas pouvoir en faire un truc où tu vas mettre, entre guillemets, soit Szoboszlai en soutien de Frimpong, etc. Peut-être que tu vas changer de truc, tu vas mettre Joe Gomez pour vraiment une intensité défensive. Mais Dembélé, quand il est sur un terrain, et quand il l'a montré l'année dernière et quelques fois cette saison, bah, le Dembélé des 2 dernières saisons, tu ne l'arrêtes pas. Et même s'il ne marque pas, par ses courses, par ses dribbles, il participe et il te perturbe ton truc parce qu'il peut partir du début du milieu de terrain, arriver à droite, parler dribble, efficacité, il déborde, il va centrer, il va te faire stresser. L'année dernière face à Liverpool, Konaté, il est en stress face à Dembélé, il est en stress. Et je pense que là, ça va être pareil. Et au final, à part Ekitike, l'équipe n'a pas changé. Bon, il y a aussi Wirtz, mais l'équipe n'a pas changé. C'est que ce sera les gars qui ont eu peur du Paris Saint-Germain et qui étaient comme ça là, défensivement, bah, ils seront encore là en phase 2. Donc tu penses que Paris a un ascendant psychologique sur son adversaire? Ouais, il y aura un truc de revanche. Après, là, j'ai vu Alisson s'est blessé, mais je pense que c'est pas sérieux. Il sera peut-être là quand même pour le match retour parce que je pense que si c'était ma marche d'Archvili, j'aurais eu peur. Et après, il y a un mec dont on n'a pas parlé et qui aura beaucoup à prouver, bah, c'est Ekitike. Ouais. Maxime, toi, ancien Parisien en plus. Je sais pas ton avis sur lui, mais il fait une grosse saison. Ah bah c'est sûr que il fait une très grosse saison. Il bénéficie aussi de la blessure de Isaac qui lui fait que il a forcément pris une place encore plus grande. Et dans cette équipe où Mohamed Salah rayonne moins, bah forcément on le voit plus. Donc c'est sûr que aujourd'hui c'est un élément important de Liverpool. Donc oui, c'est sûr que c'est un joueur que le PSG devra surveiller. Très bien, je crois qu'on a fait le tour, messieurs, de ces quarts de finale. On reviendra après ces matchs allés sur ces premiers résultats, les enseignements qu'on peut en tirer avant les matchs retour. Donc ce sera l'objet d'une autre émission, donc ne manquez pas de suivre ça sur nos réseaux sociaux. Il me reste à vous remercier, messieurs, de m'avoir accompagné pour cette émission. Et puis à très vite. Donc après ces quarts de finale, qui auront lieu, je rappelle, le 7 et le 8 avril prochain. Voilà, pour un premier débrief. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis.